Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Il y a la forme? Oui. Tu es toujours en mode octobre rose. Tu n'as pas mis le ruban. En fait, j'ai oublié. Ah, ciao, tu Désolé. oublies le combat. Tu es un drôle de guerrier. Tu es un drôle de soldat, toi. Même si le guerrier oublie, le combat continue. D'accord, alors ce matin, on va parler de quoi en actualité internationale? On va parler de l'Afrique de l'Ouest, on va parler de la région sahélienne, où il y a, particulièrement au Mali, où il y a, au cours de ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à la situation sur place. Déjà, il faut se rappeler qu'en juin dernier, la France avait décidé unilatéralement, selon les autorités maliennes, de revoir son dispositif militaire dans le Sahel. Alors ce dispositif-là allait entraîner d'abord un redéploiement des effectifs, une diminution des effectifs de manière globale, mais un redéploiement des effectifs qui devaient rester. Au départ, l'opération Barkhane, c'était 5000 hommes, maintenant 5000 soldats français. Maintenant, l'opération Barkhane a ensuite laissé la place à l'opération Takuba. Maintenant, il faut bien comprendre que dans l'opération Takuba, il y a 2500 Français, mais il y a environ 3000 soldats en tout. Dans les 3000 soldats, ce sont notamment des soldats européens qui viennent également appuyer l'action française au Sahel. Alors, il faut savoir que sous le président Emmanuel Macron, on a mis du côté de l'Afrique, du côté des États sahéliens, ce qu'on appelle le groupe G5, donc un groupe interarmé qui comprend des forces de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et, si je n'oublie pas, je pense, j'ai oublié un cinquième pays, et du Mali, pardon. Bien sûr, du Mali. Et donc, ce sont ces 5 États-là qui ont mis en commun leurs forces dans un commandement unifié. Et c'est ce commandement unifié qui travaille, si tu veux, en collaboration avec la force Takuba. Si tu veux, les 3000 hommes qui constituent la force Takuba sont essentiellement maintenant déployés non plus au combat, si tu veux, direct avec les djihadistes, où ils ne sont plus, si on peut dire de manière un peu plus simple, c'est-à-dire que les soldats français ne sont plus déployés dans le cadre de la sécurisation du Mali, notamment au nord. Ils sont maintenant plus dans des opérations type d'unité spéciale qui ciblent justement à partir des éléments de renseignement qui leur sont fournis, notamment avec l'appui des drones américains et des satellites américains. Les renseignements là maintenant, ils ciblent directement les zones où se trouvent les djihadistes. Mais ils ne s'occupent plus de sécuriser ces territoires-là. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'a pas plu aux Maliens, parce qu'évidemment, ils ont estimé que cette redéfinition des missions des forces françaises au Mali s'est faite sans l'aval du gouvernement malien. Mais les autorités françaises rétorquent qu'au moment où ils avaient pris cette décision, c'était en juin, et en août de la même année, il y a eu un coup d'État. Le président Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta avait été démis de ses fonctions par un coup d'État. Et après, donc les Français estiment que les autorités, donc le haut commandement militaire malien de l'époque, étaient bel et bien informés de sa volonté de revoir, si tu veux, son dispositif militaire sur le terrain. Et le nouveau Premier ministre malien, qui lui, Choguel Maïga, lui plutôt estime que, en fait, ils auraient dû en fait revoir le dispositif en collaboration avec les nouvelles autorités maliennes, mais la France estime que le calendrier ayant déjà été fixé, il ne pouvait plus revenir. Parce qu'il faut aussi comprendre que la France, il y a un autre agenda qui n'est peut-être pas directement lié à ce qui se passe au Mali, mais qui a un effet, qui a un impact, c'est celui de la campagne de 2022. Et il faut savoir que il commence à monter dans l'opinion publique française des voix qui commencent à s'élever
pour demander que cesse justement cette présence militaire française parce qu'elle estime qu'elle est trop coûteuse financièrement. Il faut savoir que la France, c'est 1 milliard d'euros qui sont dépensés dans ces opérations-là chaque année et elle est coûteuse aussi en hommes puisqu'on a eu un 51e soldat qui avait été tué il y a quelques jours. Donc pour l'opinion publique, il commence de moins en moins à comprendre la raison pour laquelle la France est là-bas, d'autant plus que les résultats ne se sentent pas vraiment. La menace djihadiste est toujours là, même s'il faut bien comprendre que cette menace djihadiste a changé de forme. Au départ, elle était beaucoup plus sécuritaire, c'est-à-dire que elle avait l'intention de déstabiliser les États en tentant de prendre le pouvoir. C'est la menace djihadiste qui a existé jusqu'en 2012. Et avec l'arrivée de la France, on a sérieusement réduit, si tu veux, la capacité de nuisance des groupes djihadistes qui ont dû revoir leur stratégie de combat et décider maintenant à être uniquement des groupes qui ciblent, des groupes qui sont là pour maintenir la terreur. Ils n'ont plus l'objectif de renverser les pouvoirs des pays pour instaurer la charia, ni d'occuper des zones géographiques dans lesquelles ils vont instaurer leur vision du monde ou leur vision de la société et autres. Maintenant, ils sont divisés en de petits groupes et ils sèment, si tu veux, la terreur comme ça en faisant des attaques dans différentes zones, donc en attaquant et en se redéployant rapidement. Donc tu vois que donc, la stratégie des groupes djihadistes ayant changé, la menace en elle-même aussi a changé. Et donc il faut revoir, si tu veux, le dispositif, ça c'est le point de vue des Français, pour mettre un dispositif qui soit plus adapté pour lutter contre cette nouvelle menace-là. Et donc l'aspect sécuritaire est renvoyé au gouvernement et aux États, en l'occurrence au groupe G5 Sahel, et l'aspect maintenant lutte antiterroriste, lutte anti-djihadiste, est maintenant celle qui fait partie des missions, notamment de l'opération Takuba, donc des forces spéciales françaises et européennes, aux côtés évidemment des forces spéciales des pays du G5 Sahel. Donc c'est comme ça que, évidemment, la France a expliqué sa nouvelle stratégie, sauf que Choguel Maïga, le chef du gouvernement malien, lui estime que le faire aussi rapidement et aussi brutalement, c'est comme abandonner un avion en plein vol, en l'occurrence l'avion malien. Et donc, pour eux, ils considèrent que, et face à cette situation, ils n'ont plus d'autre moyen que d'essayer de voir s'il n'y a pas s'il n'y a pas de possibilité pour eux de pouvoir continuer à garantir la sécurité. Mais eux-mêmes, ils peuvent s'associer, le Mali, le Burkina, le Niger. C'est ce qu'ils font dans le G5 Sahel. Le problème avec... Sans la France, ils peuvent s'associer. Ils ne peuvent pas s'associer sans la France pour lutter contre... Le problème avec ces armées, c'est qu'elles sont malheureusement sous-équipées, elles sont malheureusement sous-entraînées. Ouais, mais l'Union fait la force. Les soldats sont pour la plupart démoralisés. Donc, il y a aussi... ils sont sous-entraînés. C'est quand la France est là qu'ils ont le moral. Non, disons que évidemment la France s'est un peu arrogé le droit d'assumer un rôle régalien de ces États-là, notamment d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans ces régions-là. Et c'est ce rôle-là que la France veut retransmettre aux gouvernements locaux, mais sauf que ces gouvernements ne sont pas encore en capacité de pouvoir assumer pleinement cette fonction-là. Mais ils seront en capacité quand ? Mais ils seront en capacité. Ça dure le conflit dans le Sahel. Le problème, c'est que si vous... Ils auraient pu se préparer pour les années à venir. Si on veut garantir une sécurité pérenne et viable dans cette région, il faut des régimes politiques qui soient viables et qui soient stables. On l'a vu au Mali, il y a eu 2 coups d'État entre août et maintenant. On a eu au Tchad un changement aussi à la tête du pays, un changement assez brusque. Et on a aussi en Guinée, même si la menace djihadiste en Guinée n'est pas aussi forte qu'au Mali, mais il y a eu également un coup d'État en Guinée. Donc, si tu veux, il y a un ensemble de facteurs déstabilisants sur le plan politique qui fait que sur le plan militaire, évidemment, les choses ne puissent pas fonctionner comme elles devraient. Donc, il faut savoir que le politique et le militaire fonctionnent de pair si on veut garantir la sécurité dans un pays. Or, dès lors qu'il y a une instabilité politique, dès lors qu'il y a une instabilité des institutions dans un pays, il est clair que la Grande Muette ne puisse pas elle-même seule assurer les missions qui sont les siennes. Et donc c'est malheureusement la situation auquel font face certaines armées, ou disons la plupart des armées du G5 Sahel. Si on prend par exemple le cas du Niger ou de la Mauritanie, où là-bas les régimes politiques sont
plus stable que celle de leurs voisins, mais évidemment, il manque de ressources financières, de ressources logistiques et militaires, donc des armes. Et surtout, il faut comprendre que pour véritablement être efficace dans la lutte contre le djihadisme que dans la lutte antiterroriste, c'est surtout on fait beaucoup de renseignements, c'est 70 à 80% de renseignements. Or, pour faire du renseignement, ça coûte extrêmement cher. Il faut des satellites, il faut des drones, il faut des relais sur le terrain, être capable d'avoir des gens qui peuvent avoir des informations et vous les rapporter rapidement. Or, pour mettre en place toute cette architecture-là, il faut énormément d'argent. C'est la raison pour laquelle la France donc a décidé de rester aux côtés des pays du G5 Sahel pour assurer des rôles de renseignement. Et cela, elle est aidée par les États-Unis. Maintenant, au niveau de la logistique, elle apporte une logistique aux armées de ces États. Elle assure la formation des militaires, mais elle ne s'occupe plus des questions de sécurité. Elle s'occupe uniquement des questions de lutte antiterroriste. Et donc, elle cible, elle restreint, si tu veux, son rayon d'action, elle restreint sa zone de mission. Et donc, c'est ce qui est malheureusement entraîné l'ire des autorités maliennes. Et donc, les autorités maliennes estiment que face à cette situation qu'elles n'avaient surtout pas anticipée, eh ben, elles n'ont plus d'autre choix que de trouver d'autres partenaires pour pouvoir assurer la sécurité dans cette zone-là, le temps pour elles de pouvoir être suffisamment en capacité de le faire elles-mêmes. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu, semble-t-il, des tractations entre le gouvernement malien et un groupe de mercenaires qu'on appelle le groupe Wagner. Et le groupe Wagner, c'est un groupe de mercenaires russes dont les dirigeants sont considérés comme étant des proches de Vladimir Poutine. Certains même disent que le groupe Wagner, c'est un peu la main noire de Vladimir Poutine. Bon, mais évidemment, mais ça, c'est des choses qui sont assez difficiles à prouver. Mais pourquoi se tourner vers des groupes de mercenaires et non pas vers des États? Parce qu'évidemment, pour les États, il est difficile aujourd'hui, notamment pour les opinions publiques, d'accepter que des soldats aillent faire la guerre dans un pays étranger. Les opinions publiques sont de plus en plus réticentes. Et donc, les gouvernements n'ont d'autre choix que de faire appel à des groupes de mercenaires. Il ne faut pas l'oublier, par exemple, le Mali n'est pas le premier pays à appeler des mercenaires à sa rescousse. Même les États-Unis, il ne faut pas l'oublier, au plus haut du conflit de la Deuxième Guerre en Irak et en Afghanistan, pour assurer un certain nombre de missions sur le terrain, notamment les missions les plus périlleuses, eh ben, le gouvernement américain avait appelé un groupe de mercenaires qu'on s'appelle Blackwaters, qui est même le groupe de mercenariat le plus important au monde. On estime qu'ils ont environ 100 000 hommes qui sont déployés dans plusieurs théâtres d'opération même jusqu'à présent. Et donc, pour le Mali, ce ne serait pas si, évidemment, ils appelaient ce groupe Wagner-là, ce ne serait pas quelque chose d'étonnant. Mais pourquoi justement le Mali se tourne vers la Russie? Parce que d'un côté, on a la Russie qui a également envie de prendre position sur le continent africain et ne plus le laisser à ses autres concurrents, que ce soit les Chinois, les Américains ou les Français ou les Britanniques. Les Russes, eux aussi, veulent s'implanter sur le continent africain. Et donc, pour eux, quelle autre meilleure façon parfois que de mettre à leur service aussi leur savoir-faire militaire, comme les Américains le font, comme les Français le font également. Et donc, il faut savoir que, par exemple, il y a quelques semaines, la Russie a livré des armes au Mali, quelques hélicoptères de combat et quelques caisses d'armes pour pouvoir renforcer les capacités opérationnelles de son armée et surtout pour pouvoir renforcer son aviation légère. Et donc, à côté de cela, on sait déjà qu'il y a des tractations, comme je l'ai dit, avec le groupe Wagner. Maintenant, on ne sait pas, évidemment, dans quel contexte va se faire ce déploiement et s'il va se faire, quelle sera la réaction de la France. Le ministre des Affaires étrangères et son homologue de l'armée en France, le gouvernement, au nom du gouvernement français, ont dit que si, évidemment, il y avait l'arrivée de mercenaires russes sur le sol malien, ils ne verraient plus pourquoi ils continueraient à rester au Mali et à coopérer avec le gouvernement malien. Ils quitteraient tout simplement le Mali. Et évidemment, cette menace-là ne semble pas évidemment faire peur au gouvernement malien, qui pour le moment semble camper sur sa même position, à savoir qu'avec le redéploiement, avec la fermeture des 3 bases, notamment celles qui sont situées au nord du Mali, il est impératif pour le gouvernement malien de pouvoir garantir rapidement la sécurité de cette zone-là, parce que si on ne le fait pas, il y a une menace réelle
de voir les groupes djihadistes revenir occuper cet espace-là et menacer de nouveau, si tu veux, la stabilité des institutions du gouvernement malien. Et donc, pour cela, ils n'ont d'autre choix que de se tourner vers d'autres partenaires. Et celui qui semblerait avoir véritablement le plus l'avis des analystes et des spécialistes, c'est évidemment le groupe Wagner. Derrière, on sait qu'il y a toute la stratégie du président Poutine de pouvoir s'installer en Afrique, d'autant plus que les Russes, semble-t-il, ont déjà obtenu de bons points. On voit ce qui se passe en Centrafrique, où la Russie est chargée de la sécurité du président Archange Touadéra. La Russie est chargée de former les militaires centrafricains. Et la Russie également s'occupe de fournir des armes à l'armée centrafricaine. Et donc, en échange, évidemment, elle a un certain nombre d'accès dans certaines ressources minières de la Centrafrique. Et je crois que c'est à peu près le même deal qui va se faire au Mali. Le Mali étant un pays dans lequel, contrairement à ce qu'on pourrait croire chez nous, il y a des ressources minières très intéressantes là-bas. Donc, voici un peu dans quel état d'esprit se trouve. On se trouve dans le conflit, dans la situation au Sahel. On sait que dans les semaines ou dans les mois qui viennent, ce sera particulièrement crucial, d'autant plus qu'on aura bientôt la fin de la transition, même si on sait que cette transition-là risque d'être prolongée, parce que, évidemment, selon le gouvernement malien, les conditions ne sont pas encore réunies pour pouvoir organiser une élection dont l'issue puisse être acceptée de tous. Donc déjà, il y a ce point-là, et puis il y a le deuxième point qui est lié au fait que, évidemment, les autres pays, il y a certains pays qui sont satisfaits du redéploiement, par exemple, de Barkhane à Takuba, parce que lorsque les militaires français, on ferme les bases françaises au Mali, on va ouvrir d'autres, notamment au Niger. C'est le Niger qui va notamment abriter le quartier général de l'opération Takuba. C'est aussi à Niamey que sont basés les Mirage 2000 de l'opération toujours Takuba et les drones américains qui sont chargés de faire du renseignement. Donc les Nigériens sont satisfaits parce qu'évidemment il y a un renforcement des capacités opérationnelles françaises sur leur territoire, ce qui va leur permettre d'avoir un peu plus de capacité pour pouvoir, eux, assurer la sécurité de leur territoire. Mais pour le Tchad, ils ne sont pas du tout contents parce que l'opération Barkhane avait son quartier général à Niamey, et donc avec la fin avec la fin de l'opération Barkhane et le transfert, si tu veux, du côté de Niamey, le général Mahamat Déby, le nouvel homme fort du Tchad, n'est pas content et il a demandé en compensation d'avoir, si tu veux, une plus grosse aide de la part de la France, ce qui semblerait être le point de vue, ce que semblerait également avoir accepté les autorités françaises. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Restez connectés. Urban FM 104.5.